Il a parcouru les coins les plus difficiles du monde, gravi les pics les plus hauts de la cordillère des Andes, défié les volcans imprononçables d'Islande. F1.4 a aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir celui qu'on surnomme le Chuck Norris de la photo de paysage. J'ai bien surnommé... Alexandre Deschaumes. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je fais des photos de paysages dans des ambiances un peu oniriques, mais j'aime bien trouver en fait plus ou moins des mélanges de formes et de teintes à travers la nature, les ambiances qu'il y a, pour juste projeter quelque chose de spécial sans forcément révéler un lieu particulier ou un souvenir d'un endroit, quoi. Ouais, un mélange entre cette vision réaliste et ce qu'il y a dans mon esprit, quoi, un peu comme je vois les choses, qui est alimenté par diverses sortes d'inspirations, c'est-à-dire ce que je lis comme livre, ce que je peux écouter comme musique, ou des rêveries aussi, des trucs bizarres. Moi je suis assez fasciné par les endroits où il y a des grandes montagnes avec des formes bizarres qui sortent de la brume, quoi. J'aime bien ça parce que ça m'impressionne quand j'y suis, quoi, et ça m'effraie aussi un petit peu quand on voit pas tout. Si possible, s'il pouvait y avoir un mélange de forêts très, très nouvelles, très tortueuses au niveau des formes et de la densité des choses dedans, de la brume et au-dessus des pics qui sortent avec des formes très pointues, très évocatrices, très étranges, avec de la brume dedans et un peu de neige qui vient de tomber, un peu givrée. Et si on rajoute un océan en furie sur le côté, on approche quelque chose d'assez intéressant pour moi. C'est des choses qu'on rêve, mais j'ai beau chercher partout, c'est quand même assez difficile de cumuler. Mais bon, ça serait difficile si ça existait, parce que ça me rendrait fou tellement il y aurait de possibilités et de choses, quoi. Donc il faut chaque chose en son temps. Ça dépend les conditions de climat aussi. Donc j'aime bien les endroits qui ont des climats changeants et assez mouvementés. J'aime bien ces situations qui sont un peu à mi-chemin entre un côté un peu reportage et en même temps toujours rester très mystérieux, très étrange, et que ça donne que les placements soient quand même bons au niveau de la composition et tout ça. Donc c'est vrai que ça peut des fois exiger que je demande à la personne de rester là où elle est, parce que c'est bien qu'elle reste là un petit peu jusqu'à j'ai le temps de faire ce que je dois faire. J'aime pas déranger les personnes dans ce qu'elles font et tout, donc c'est pas vraiment des mises en scène. J'aime bien agir de façon spontanée sur ce qui se passe, et c'est à moi de voir le moment où ça va se créer et de courir à côté, derrière, je sais pas, un peu partout, pour que ça se place bien, et puis pour que j'ai quelqu'un qui passe dans cet endroit, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu cinématographique aussi. Donc des fois je me mets en scène moi-même pour créer une sorte de dimension comme ça, où j'agis avec la situation qui se passe, quoi. Par exemple en Patagonie justement, c'était le stage 2013, donc on était là dans cette vallée complètement je sais pas moi, c'est indescriptible, c'est énorme, il y a des montagnes immenses sur les côtés avec la brume qui rampait comme ça. Il y avait quelqu'un qui se promenait bizarrement ici. Enfin, il y avait pas on n'a pas croisé énormément de monde sur ce genre d'itinéraire, mais quelqu'un qui n'avait pas de sac, avec une chemise, un bâton, un petit peu avec une démarche un peu spéciale, assez fin. C'était parfait dans cette ambiance. Il était dans la brume, il y avait les sommets qui sortaient. Voilà, j'ai essayé de courir un peu sans non plus qu'il me remarque trop, me mettre derrière à ras le sol et tout ça pour l'avoir dans la scène, quoi. Mais voilà, le personnage était là, je le connais pas, il était en train d'écouter de la musique dans un truc, il marchait, il faisait son truc. J'ose pas de toute façon avec la timidité, etc. J'allais pas lui demander, je sais pas quoi, c'était à moi d'agir vite pour essayer de créer la situation. Souvent maintenant quand je vois un paysage un peu fou comme ça, j'imagine une silhouette avec, quoi, que j'ai pas forcément, mais ça serait des fois quelqu'un avec un vieux manteau long, quelque chose avec une canne, avec un truc un peu bizarre, enfin. Et ça, on les trouve pas en général dans la nature. Il y a plutôt des gens avec des doudounes vertes fluo et tout. On peut pas les mettre dedans, ou alors il faut leur demander d'enlever des trucs, quoi. Mais j'aime bien me dire que je le fais en vrai, parce que ça pourrait être totalement fait en prenant un personnage ailleurs et en le mettant dedans, quoi. Il y a quelques années, j'arrivais en montagne et j'avais que mon 17-40, parce que j'avais l'habitude de composer grand angle.
je me concentrais là-dessus dans le sens où je réfléchissais au compo par rapport à ça, mais j'avais en gros qu'une sorte d'idée. Mais maintenant, il y a plein de choses qui se sont rajoutées parce que à la fois, je peux voir des décors au sol qui vont me permettre de créer des scènes avec le grand angle et tout ça, mais il y a aussi au fond, vers 200 mm, il y a une montagne qui a une lumière bizarre dessus qui sort de la brume. Au fond, encore derrière, à 400-500, là, que j'ai pas, il y a un autre truc qui sort aussi, et du coup, je vais avoir envie de cadrer aussi ça. Il se trouve qu'au même moment, il y a de la végétation un peu givrée sur le bord. Vu qu'on est le matin tôt et tout, il y a des cristaux qui se forment, et j'ai envie de faire un peu des macros en même temps. Si je suis avec des gens, il y a aussi l'histoire des placements qu'il faut que je me mette un petit peu derrière, peut-être dessous, les inclure dans le truc, peut-être même des portraits aussi, parce que j'aime bien ça. Des gens au naturel, quand ils cherchent des choses et tout. Donc ça fait au moins presque une dizaine d'idées possibles et inspirantes, et ça encombre mon cerveau, j'ai l'impression qu'il va exploser, ça me rend un peu fou. En fait, parce qu'il faut que je décide vite, parce que en plus si c'est des moments inspirants, si ça s'excite de partout, il y a des choses, il faut prendre une décision et j'arrive pas. Et donc j'essaie de tout faire vite et mal, quoi, parce que je cours là, j'essaie de vite faire ça, après je vois qu'il y a ça aussi, je change l'objectif. Après c'est aussi un peu énervant de se concentrer sur une petite fleur par terre alors qu'il y a une sorte de folie totale dans le ciel au fond. Donc voilà, c'est une question de... Je me dis ça, peut-être je pourrais le faire après, mais en même temps quand on n'a plus d'énergie après, on n'en peut plus, et puis on le fait plus, et puis c'est fini, quoi. Ça me fait des visions et des choses dans la tête comme ça, mélangées à des sons aussi, parce que le problème c'est qu'il y a l'histoire des sons aussi. Je suis musicien aussi, et en fait les musiques que j'écoute parfois, certaines notes me font penser à des teintes en fait. Donc du coup je suis assez fasciné par les teintes bizarres vu que c'est lié à des notes, les trucs qui sont entre. Par exemple, il y a deux notes, quoi. Il y a do et ré, quoi. Voilà. Ben, entre deux, bon, il y a do dièse, mais je veux dire, il y a aussi des fois des trucs entre un peu bizarres, et pour moi, c'est lié avec des teintes un peu spéciales. Donc toutes ces demi-teintes bizarres et tout ça, c'est ce genre de truc qui me fascine, mais que j'arrive pas évidemment à capturer parce que c'est trop subtil pour mon esprit. Je comprends rien, mais disons que c'est déjà ce genre d'inspiration-là qui me guide, mais qui me guide sans vraiment de repère. Aujourd'hui, je m'inspire moins, je pense, de tout ce que je vois, parce que c'est plus rare que je trouve des choses qui vraiment m'envoûtent réellement, déjà. Donc j'essaye maintenant de puiser dans moi, quoi, dans le néant, un peu, comme ça, vraiment en expérimentant, quoi. Le climat que j'aime bien, c'est vraiment... quand il y a des tempêtes qui passent, qui posent de la neige sur les sommets, sur les faces de rochers en fait, et qu'après ça s'ouvre, et que donc c'est givré, et que tellement c'est froid, et ça fait des... Il y a une apparence de la roche givrée que j'aime bien, un peu métallique, argenté, ça c'est très intéressant. Et quand il neige sur les forêts d'automne, c'est très beau aussi. Il y a ce mélange entre les couleurs et puis ce côté blanc un peu féerique, bizarre. Enfin, ça j'aime bien. Et quand il y a des percées de lumière en fait à travers ça. Parce que bizarrement en fait, les levées de soleil, couchers de soleil avec une lumière très vive, très limpide, j'aime pas tant que ça en fait, parce que c'est vrai que les couleurs vives comme le rouge, le rose sur la montagne, j'aime bien le vivre, le voir et tout, mais ça rejoint plus l'idée de la carte postale quand même, et trop concret en fait. Et de plus en plus, je m'éloigne de ce côté concret et trop lisse et trop net, précis de l'image en fait, qui me gêne. J'ai vraiment envie de rejoindre quelque chose de plus fantomatique, de plus abstrait, quoi, je sais pas. Bon, ça, j'ai des souvenirs un peu spéciaux, mais ça, c'est surtout la Patagonie, parce que la Patagonie, bon, il y a beaucoup de vent et beaucoup de tempêtes qui passent. Donc ça, c'est un peu effrayant des fois. En fait, on a tenté une expédition autour du Fitzroy, c'est une montagne en Argentine, qui est assez mythique, vraiment très très belle, une sorte d'immense forteresse. Mais beaucoup de photos ont été faites devant, quoi. Et, déjà on peut passer sur les côtés et on peut monter sur le glacier et arriver derrière avec là Fitzroy et Rotorua dans un cirque. Bon, on a tenté ça, mais en fait le problème c'est qu'on n'a pas réussi à passer le glacier,
mon crampon a cassé. On avait 30-35 kilos sur le dos et c'était vraiment trop pour notre physique, enfin, surtout le mien. Le vent commençait à souffler et tout ça, on a rebroussé chemin. On s'est mis dans la tente, dans le campement du milieu qui est sur le côté, qui est un endroit très spécial avec beaucoup de déboulis de pierres et de sérac qui tombent, donc des bruits constants de trucs. On se demande d'ailleurs où ça tombe, est-ce que ça va pas nous tomber dessus, etc. Et on est resté à ce campement, on a dû y rester deux nuits de plus parce qu'on s'est fait prendre là par un temps complètement désastreux, quoi, avec un vent très très violent et une pluie constante, forte. Donc en fait il y avait un torrent qui descendait du glacier qui arrêtait pas de monter aussi, donc on n'était pas loin. Donc, bon. Et moi je me souviens, j'étais malade, j'avais une sorte de fièvre parce que bon, à force d'être dans ces trucs et tout, humide, machin, mal mangé et tout, j'étais tout bizarre, j'étais faible, malade, en train de pourrir un peu dans un coin, donc c'était un peu spécial. Et en fait le vent tellement fort, il poussait, on entendait les cailloux qui bougeaient, quoi. À un moment il y avait la tente est tirée dans des trucs, des sortes de cailloux montés comme ça pour que ça abrite un peu. Genre, ça a cassé, quoi, ça a lâché le truc, et j'avais la tente qui se collait avec les rafales sur ma tête, quoi. Donc on était 3 dans la tente, donc j'étais collé au bord et j'avais le truc qui se collait à moi comme ça, et en plus donc il y avait le son du vent bizarre à travers les montagnes et le torrent et tout là. Ça faisait un chaos bordélique vraiment assez, enfin pour moi assez effrayant, quoi. On croyait que c'était l'apocalypse dehors, quoi, que c'était vraiment l'enfer, quoi. Ça mêlé à l'inquiétude du torrent qui monte, des séracs qui tombent, c'est des nuits bizarres, ça. Après, je passe beaucoup de temps au repérage, moi. Je vais regarder les cartes, je vais essayer de voir les points de vue un peu plus originaux, des fois, où je me dire, tiens, je vais essayer de passer par là et de monter sur ce petit pic pour que ça me crée une vue intéressante de nuit sur cet endroit-là, en imaginant peut-être simuler aussi, voir où sera peut-être la Voie lactée, ou bon, ça c'est plus des prévisions un peu plus techniques. J'aime bien regarder au cas où, mais en fait je prévois pas aussi précisément, mais je regarde les images des gens là-bas, si c'est un endroit qui a déjà été un peu fait, ça peut me donner des indices. Donc j'ai Canon 5D Mark III, j'ai le 1635, assez intéressant pour tous ces plans larges avec premier plan et tout. J'ai mon 70-200 qui est très 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 utile pour justement permettre de donner de l'importance à des détails dans le fond, parce que avec ces immenses montagnes et tout ça, il y a souvent des compositions à faire en regardant au loin. Si je sens que j'ai des situations à faire un peu mélange reportage, portrait un petit peu inclus dans la nature et tout ça, ou un peu végétation, j'ai le 35-1.4 et le 85-1.2 qui me sert beaucoup dans les forêts, les photos de nuit, sur les montagnes la nuit, des choses comme ça, vu l'ouverture extrême en fait. Après, il y a les objectifs rêvés, c'est une longue liste. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir le 24-1.4. J'aimerais bien quelque chose comme le 200-400 là. Je suis aussi intéressé par les objectifs à décentrement, comme un 24 TSE, peut-être un 180 macro, pour pas mal de détails et proxy et tout ça. Bien, il y a 3 sortes de filtres que j'utilise et c'est tout. Il y a le filtre polarisant qui est quasiment tout le temps sur mes objectifs en fait, je l'ai sur tous les diamètres. Il y a le filtre dégradé gris neutre, les filtres Li. Donc j'en ai 4-5. J'ai aussi le filtre gris neutre total, très très sombre, une plaque noire qui ralentit jusqu'à 10 stops. Oui, des fois je cumule un peu, donc du coup polarisant, plus dégradé, plus des fois encore la plaque sombre. J'essaie de faire le maximum sur place. Je prends déjà des décisions sur la balance des blancs en degrés, en manuel, sur le contraste, bien sûr sur l'exposition, beaucoup de sous-expositions volontaires et de choses qui orientent l'ambiance vraiment. Des fois même des saturations, tout ça. Enfin, j'utilise les réglages du boîtier déjà beaucoup sur place. Si on ajoute à ça un filtre dégradé, on approche assez de l'image finale parfois. Donc il y a certaines images qui... il n'y a plus vraiment de retouches complexes à faire. Mais il y a certaines images aussi où c'est vrai que là j'ai besoin de passer sous Photoshop pour équilibrer un petit peu au niveau contraste, tout simplement. Faire des
des mélanges un peu subtils entre des contrastes faibles et des contrastes plus forts. Ça, c'est quand j'arrive pas à me décider. Pas de grosses retouches dans le sens mettre un autre ciel ou faire des choses comme ça. C'est pas le genre de choses que je fais. Je passe entre 1 minute et une journée. Parce qu'en fait, quand effectivement la prise de décision a déjà été faite et tout s'est bien harmonisé sur place, c'est-à-dire qu'il y a effectivement mes filtres placés, mes contrastes réglés, ma balance des blancs, l'expo, tout ça. Là, il arrive que parfois, j'arrive donc sur Canon DPP, enfin sur le logiciel de RAW en fait, j'arrive là-dedans, je retrouve mes réglages, j'exporte et c'est fini, quoi, à la limite. Peut-être des fois il faut enlever un petit truc qui gêne ou des choses comme ça, des tâches de capteur, bon, enfin, ça voilà, c'est une option, quoi, mais je veux dire, voilà, donc là, il n'y a rien à faire. Des fois, sur des images qui ont un potentiel à aller plus loin dans le traitement, il se peut que je passe des heures et des heures interminables sur des choses, et en fait, je reviens à la base, à la fin, parce que j'y suis pas arrivé, évidemment. Mais enfin, je tâtonne dans un sens comme ça, et vu que je sais pas où je vais vraiment, ça peut prendre du temps, quoi. C'est pas des processus que j'applique sur des images que j'ai mis en action déjà toutes réglées, quoi. Je vais essayer un peu de traficouiller les courbes de contraste et de voir un peu comment ça va s'harmoniser. Voilà, si je suis dans un endroit, et là je trouve que très chaud, sombre, contrasté, c'est bien, je fais une série comme ça, parce que ça me plaît comme ça. Ça se trouve, je vais rentrer chez moi, je vais en faire autre chose, mais l'intention était là, et cette intention-là, elle est très importante, parce qu'elle fait partie du processus d'inspiration, quoi. Le sentiment d'irréel, ça vient de plein de choses en fait. Ça vient déjà du choix de la focale, du cadrage, c'est assez important. Quand on utilise un ultra grand angle à ras avec une racine bizarre qui guide vers quelque chose, puis qu'il y a un ciel qui ressort vraiment fortement avec un filtre dégradé, tout ça, on est déjà dans quelque chose d'assez irréel parce qu'on prend parti sur une compo qui est inhabituelle. Donc déjà ça, ou alors quand on cadre juste sur une montagne ou quelque chose comme ça, à un moment précis, on a l'impression qu'elle flotte dans les nuages et on est un peu dans l'irréel aussi. Et si en plus on a des contrastes assez poussés, ou alors inversement très décontrasté, on aura une ambiance plus peinture et tout ça, donc ça va dans ce sens-là. Une balance des blancs, souvent, ouais, j'aime bien les balances des blancs assez chaudes, donc souvent plus chaudes que la réalité. Par exemple, on est déjà dans une projection plus niveau esprit que plus la réalité. Donc déjà ça commence là, et en plus derrière ça il y a aussi le choix des lieux et des ambiances et tout ça, donc c'est vraiment le tout qui plonge vers quelque chose d'irréel, mais c'est pas l'ordinateur qui va me le faire, qui va me le révéler totalement, c'est déjà là. Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être libre, de faire quelque chose qui m'inspire. C'est la base de tout, quoi. Alors heureusement, ça me rapporte un peu d'argent suffisamment pour vivre, mais pas suffisamment pour vivre normalement, je pense, avec une famille, une situation, machin, je tiens pas la route, je pense, clairement. Mais pour moi, le plus important, c'était la liberté, parce que j'ai un tempérament qui est vraiment particulier, j'arrive vraiment pas à m'adapter à travailler pour quelqu'un, avec des gens et tout ça, j'arrive pas, je fais n'importe quoi, enfin bon... donc pour moi c'était l'énorme soulagement, vraiment la plus grande libération, c'était de enfin qu'on me foute la paix et que je puisse me concentrer sur quelque chose qui m'est propre, et ben si ça marche tant mieux, et si ça marche pas, ben je crois que je suis bien embêté parce que j'ai pas vraiment d'alternative, j'ai pas de diplôme de quoi que ce soit, j'ai rien du tout, je peux pas rebondir, quoi. C'est soit ça marche. Donc j'ai rencontré le réalisateur Mathieu Lelay. On s'est rencontrés dans les Alpes, là où j'habite. Moi je voulais au début lui proposer de faire un petit film pour parler de mes stages photo, quoi. Et à ce moment-là, voilà, on est parti là-dessus, mais ça s'est pas fait. Il est revenu vers moi quelques temps après, il m'a proposé, il m'a dit j'ai vu ce que tu faisais et je pense qu'il y a matière à faire un vrai film, quoi, sur cet univers-là, sur cette recherche dans la nature. Donc du coup, on est parti là-dessus. Et donc au début, c'est vrai que c'était un petit peu l'idée, voilà, je vais faire mes photos et il me suit. On est resté là-dessus, mais j'ai pris part au projet d'une façon de plus en plus importante, en fait, en me mettant moi aussi à cadrer.
etc. quoi. Et en fait, on a fait ce truc-là en commun, et nos deux regards se sont mélangés pour arriver au résultat final. Le but, c'est pas spécialement d'avoir un film vraiment sur moi en me mettant en héros ou je sais pas quoi. C'est plus dans le sens général de l'inspiration déjà, chose qu'on connaît, que tous les artistes doivent connaître, ce problème de flux d'énergie et de recherche et d'être devant des murs, des trucs difficiles. Donc de montrer ça, cette quête, quoi, et toute la difficulté qu'il y a aussi dans les endroits où on va chercher ça. On a fait 1 an de tournage en allant dans plein d'endroits, dont Patagonie, Islande, les Alpes, enfin voilà. Et il m'a suivi dans ce que je cherchais. Et donc beaucoup d'interviews sur place et tout, un peu de narration et des images de nous deux, quoi, en fait. La réflexion a évolué tout au long du projet parce que c'est vrai qu'on a modifié petit à petit en s'harmonisant. On savait pas trop où on allait, quoi. Au début, on voulait encore mettre l'histoire des stages photos dedans, on a tout enlevé, tout ça. On est resté très intimiste, très évocateur sur l'ambiance. On est parti sur le long film de 52 minutes qui est passé sur Montagne TV, Ushuaïa TV. On a sorti un DVD et là on le présente dans des festivals et tout ça. Et on peut le retrouver sur mon site, il y a un onglet où on peut partir sur le film, commander, il n'y a pas de problème. Soit le téléchargement payant, soit le DVD, Blu-ray aussi. Double DVD d'ailleurs, j'insiste, parce qu'il y a quand même 2h30 de making-of avec plein de trucs bizarres à voir. Donc j'organise des stages absolument géniaux et incroyables dans des terres extrêmes, mouvementées et complètement incroyables, démentielles. Je pense les meilleurs au monde d'ailleurs. Et donc c'est très cher et je vous conseille d'ailleurs de venir vite remplir ces stages. Merci. J'organise des stages photos. Donc le stage en Patagonie, que j'ai mis à l'automne parce que justement j'y suis allé déjà 3 fois à la même période et j'aime beaucoup l'alternance forêt colorée, neige et tout. Et le stage en Islande en juin et en septembre. Donc c'est en général un mélange entre quand même du confort à des moments où on peut avoir des briefings, parler de la vision, d'analyser des images, faire du traitement et aussi des moments plus difficiles quand même, mais qui font partie de l'aventure, d'être en trek avec le matériel et de marcher et de s'adapter aux situations. Il y a énormément de choses qui sont inspirantes qu'on voit en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Donc j'essaie de montrer toutes les situations. On va passer dans les bois, tout d'un coup il y a des choses qui se passent, après il y a les montagnes, plein de situations dans lesquelles on met en pratique ce que j'explique dans les briefings et tout. J'essaie d'ouvrir des portes aux gens un peu, déjà de s'isoler un petit peu, hein. Je sais qu'on aime bien faire des sorties à plusieurs et tout, mais ça doit venir de l'intérieur, quoi, un truc un peu bizarre qui nous fascine, et il faut aller le chercher un peu, donc se mettre dans les situations et prendre son sac et puis aller se repérer des randos un peu spéciales, voire se prévoir une nuit sur place et tout. Et dans ces moments-là, ça va forcément être un peu étrange, quoi, les moments qu'on va vivre, et ça va déjà être propice à l'inspiration, pour qu'on puisse se connecter un peu plus à des choses plus personnelles, je dirais. Donc déjà, voilà, plutôt chercher dans l'intérieur que dans trop d'influence et dans trop de facilité à reproduire. Enfin, je sais que c'est important dans un premier temps de déjà refaire des schémas qu'on a vus pour s'entraîner, mais il faut personnaliser sa vision et partir sur quelque chose qui nous est propre et qui nous parle vraiment, quoi. Il n'y a que comme ça qu'on peut sortir un peu de tout ça, en fait. C'est ici, dans mes errances solitaires à travers les forêts automnales, que tout a commencé. Il fallait vraisemblablement que quelque chose se passe, que petit à petit je m'évade, de plus en plus loin dans la nature, que je me mette en quête de ces images, de ces atmosphères. L'isolement a sûrement favorisé le façonnage de ce monde intérieur depuis bien des années.
Aujourd'hui, le fait de transformer ces émotions en une certaine forme de beauté est devenu primordial. Où mes amis d'enfance commençaient à se marier et assez naturellement ils m'ont proposé d'être leur photographe de mariage. Donc c'est quelque chose qui est venu assez naturellement sans y réfléchir trop. Donc ça c'était début des années 2000. Et après j'ai vraiment embrayé beaucoup plus sérieusement avec plus